Pour ou contre l'agriculture biologique? Pour. La politique agricole commune? Pour. Réduire les normes environnementales? Contre. Le blocage des axes routiers? Oh, ça c'est piégeux. Joker. L'obligation de laisser reposer les terres agricoles, soit les jachères? Hors contexte. Si je peux m'expliquer dessus après, c'est bien. Et enfin, les traités de libre-échange? Contre. Moi, je m'appelle Yannick Becker, je suis agriculteur paysan dans les Alpes d'Haute-Provence depuis 13 ans bientôt, en agriculture biologique et polyculture élevage, ainsi que du maraîchage et de l'arboriculture. Je suis aussi porte-parole de la Confédération paysanne régionale de la région PACA. Bonjour Yannick Becker. Depuis plusieurs jours, la Confédération paysanne, dont vous êtes l'un des porte-parole régionales, a rejoint le mouvement des agriculteurs en colère, avec pour principale demande l'augmentation des revenus pour les paysans. Le Premier ministre, Gabriel Attal, a promis le strict respect des lois Egalim, qui prévoient notamment de réglementer les négociations de prix d'achat entre le monde agricole et les industriels. Pour vous, cette mesure n'est pas suffisante pour garantir une rémunération décente des paysans? Non, pas suffisante. Déjà parce que, bon, il a promis l'application de la loi, mais la loi n'interdit pas les ventes à perte. Nous, c'est ce qu'on demandait. Les syndicats majoritaires ne nous ont pas appuyés, et du coup, dans la loi Egalim, la grande distribution ou la transformation peut quand même nous imposer des prix qui font qu'on vend à perte. Donc en fait, même l'application de la loi nous amènerait pas un revenu. Et donc vous espérez qu'elle puisse être changée, cette loi Egalim? Il me semble qu'elle n'a pas été changée depuis la poussée inflationniste de 2023. Non, il n'y a pas eu de révision, et effectivement, ça peut être un outil pour redonner du revenu aux agriculteurs paysans. Après, je sais pas, il faut expliquer comment se construit un revenu, parce que c'est pas uniquement sur les prix, et du coup, ça a quand même beaucoup d'impact derrière sur comment on construit un revenu. Et justement, quelle autre solution vous espérez, ou vous demandez en tout cas au gouvernement pour dans les autres solutions, il y a effectivement les accords de libre-échange. Alors c'est bien, on est bien conscient que c'est extrêmement dur d'en sortir parce qu'on est quand même très contraint par des tribunaux privés internationaux. Mais en tout cas, ne pas continuer. Et il y a aussi le problème de la concurrence intra-européenne, où c'est interdit par la Constitution européenne de s'accorder sur des normes sociales. Donc les salaires sont pas les mêmes partout, les protections sociales sont pas les mêmes partout. Et pour ça, nous on défend une mesure qui s'appelle les prix minimums d'entrée, c'est-à-dire qu'on interdirait l'importation de produits agricoles sur notre territoire en dessous du prix de revient complété du revenu, ce qui fait que c'est pas une barrière tarifaire, c'est pas une taxe, c'est simplement un juste prix. Et la richesse développée, elle irait dans les pays d'origine. Donc comment dire, on se met pas en concurrence, et au contraire, on renvoie de la richesse vers les pays d'origine. Donc ça réglerait même le problème de l'Ukraine, par exemple. Ensuite, la construction du revenu, et je pense que Gabriel Attal, il a besoin de retourner à l'école pour comprendre ça. Dans l'agriculture, c'est un volume de produits qu'on vend à un certain prix et duquel on enlève les charges. Pour l'instant, le prix, on n'a plus la main dessus, pour ceux qui sont en filière, évidemment, parce que sinon, il y a les solutions de vente directe, de points de vente collectifs et de magasins de producteurs. Mais pour ceux qui sont en filière, donc qui vont vendre à la grande distribution, on n'a plus la main sur les prix, puisqu'ils sont écrasés par la concurrence, justement, des pays étrangers, mais voire même l'omniprésence et l'omnipotence de la grande distribution. Et on n'a plus la main de moins en moins sur les charges, ce qu'on doit payer, puisque du coup, on doit payer des emprunts, parce qu'on est contraint à acheter des produits phyto ou des engrais, puisque le seul moyen d'action sur le prix, sur le revenu, c'est le volume. Il n'y a que là-dessus qu'on peut bouger. Et donc, on peut comprendre, nous, c'est pas ce qu'on défend, mais on peut comprendre qu'un agriculteur à qui on va dire le gasoil, il va coûter 2 fois plus cher, ou il faudra mettre 2 fois moins d'engrais, ben ça a un impact direct sur son revenu. Donc, il faut pouvoir donner plus de marge de manœuvre sur les charges et sur les prix pour pouvoir éviter de pousser le volume avec des produits chimiques et industriels. Donc, si je comprends bien, ce que vous demandez, c'est de réduire finalement les charges
sur l'électricité, sur toutes les charges que vos exploitations peuvent avoir pour pouvoir justement avoir plus de de marge de main-d'œuvre derrière pour vous? Ouais, les réduire, donner plus de liberté aux agriculteurs paysans pour les réduire. C'est pas forcément avoir des prix plus favorables ou des aides sur les charges. Ça peut être le cas dans un premier temps, mais après, c'est qu'on puisse avoir la main dessus. Et donc, nous, on défend une agriculture où les fermes, elles soient autonomes, ou tout du moins les territoires. C'est-à-dire que moi, je suis en polyculture élevage, ça veut dire que j'ai associé de l'élevage et des cultures, ce qui me permet de maintenir la fertilité de mes sols, parce que l'élevage fait du fumier et fait du fertilisant, mais aussi parce que j'ai des rotations. Et du coup, là, on peut parler des jachères. Ceux qui sont en polyculture élevage, ils n'ont pas de problème avec les jachères. Parce qu'en fait, l'imposition des jachères par l'Europe, c'est pour donner à la nature de la bosse, par exemple, une respiration. C'est pour que les sols ils puissent se reposer, mais pas se reposer sans rien faire. C'est-à-dire il faut planter des cultures qui vont enrichir le sol. Quand on est en polyculture élevage et dans une agriculture diversifiée, on n'a pas ce problème-là parce qu'on a encore des haies, parce qu'on a encore des prairies pour nourrir nos bêtes. Et ça rentre dans le décompte, dans l'obligation imposée par la PAC. Donc en fait, les problèmes des jachères, c'est un problème de monoculture. Donc, vous citiez la PAC, justement, elle a été aussi pas mal remise en cause par certains agriculteurs et certains politiques. Jordan Bardella disait en début de semaine que c'était un système défaillant. Est-ce que vous rejoignez ce constat-là? Il va pas falloir me faire dire que je rejoins Jordan Bardella parce que parfois, disons qu'on pourrait partager le constat, mais on partage pas le diagnostic. Euh, depuis, euh, depuis 30... Alors, il faut bien rappeler, la PAC, c'est quand même, les trois mots sont politique, agricole, commune. Tout à fait. Et on peut presque dire qu'il reste plus que l'agricole dans ces trois mots. Parce que le commune, en fait, normalement, c'est un budget qu'on partage, mais avec des objectifs communs. Et là, en ce moment, ça s'apparente plus à un partage du butin qu'à autre chose. Et la politique, normalement, c'est parce qu'on part d'un endroit et on mène une politique pour aller à un autre. La PAC, depuis 30 ans ou depuis 20 ans, elle s'est transformée en aide aux revenus. Une aide aux revenus, c'est pas une politique. C'est pas en utilisant cet argent-là juste pour aider aux revenus et donc pour nous permettre de pallier à la déficience de prix, parce que les prix sont trop bas, qu'on n'a pas de revenus, ou que les charges sont trop hautes, ou elles sont contraintes, on n'a pas de revenus, et du coup on utilise la PAC pour combler le revenu. Alors c'est complètement compatible avec les règles de l'OMC, qu'on dénonce, mais parce que l'OMC veut une concurrence libre et non faussée, donc on n'a plus le droit d'aider des cultures. Donc la PAC, c'est une aide aux revenus et une aide à la transition parce qu'on peut aider des handicaps naturels ou on peut aider des progressions. C'est pour ça qu'il y a une partie de la PAC qui est couplée à des contraintes environnementales. On peut les toucher que si donc une partie par exemple du paiement à l'hectare, on les touche que si on remplit certaines conditions, notamment si on est en bio ou si justement on a une diversité de cultures sur notre ferme et des choses comme ça. Quand Gabriel Attal dit encore aujourd'hui que les aides prévues par la PAC vont être versées avant le 15 mars sur le compte en banque des agriculteurs, finalement, pour vous, c'est pas une mesure suffisante? Déjà, ils auraient dû être versés avant le 10 décembre. Pas besoin d'aller plus loin. Hein. Les soldes, effectivement, parce qu'ils versent une avance, après ils finalisent le calcul, et les soldes sont versés en général en février. Donc c'est un aveu d'échec s'il nous dit la PAC sera versée avant le 15 mars, sachant que pour certaines exploitations, pas toutes, mais pour certaines, elles ont aligné le remboursement d'emprunt sur les versements PAC. Donc vous imaginez que les banques, ça fait 3 mois bientôt qu'elles leur courent après, parce que les premiers versements, ils débutent en octobre, et donc ils se font courir après par les banques, et pendant ce temps-là, il faut quand même nourrir les bêtes ou continuer à vivre et à provisionner la ferme. Et donc on a des fermes effectivement qui sont prises à la gorge. Pour revenir sur la rémunération qu'on évoquait à l'instant, Éric Ciotti, le président des Républicains, plaidait pour sa part sur un revenu minimum net de 1 500 € pour les agriculteurs. C'est pas une proposition non plus qui vous convainc? Comment il le construit Il disait qu'il voulait la financer notamment en investissant justement moins dans l'argent donné pour la PAC à l'échelle européenne, ou aussi justement en rattrapant l'argent
en sanctionnant notamment les industriels et les distributeurs quand ils ne respectent pas les lois Egalim. Et donc, ils proposaient, grâce à cet argent récupéré, de verser ce revenu minimum pour justement aider les agriculteurs qui seraient sous un seuil de pauvreté. Nous, ce qu'on demande, c'est une aide à l'actif, pas un revenu minimum. Enfin, il y a beaucoup d'agriculteurs qui seront quand même très choqués d'être associés à un RSA agricole. Mais par contre, ça correspond effectivement à une aide à l'actif. Si on donne une aide à l'actif, ça correspond presque à ça. Et l'escroquerie intellectuelle, elle est et Gabriel Attal nous l'a proposé tout à l'heure dans son discours de politique générale, c'est que l'ensemble des amendes qui seront payées par la grande distribution sera reversées à l'agriculture. Je suis désolé, mais soit c'est déjà le cas, soit c'est interdit. Parce qu'en fait, on peut pas flécher des amendes sur une colonne dans le projet de loi de finances. Les amendes, elles rentrent dans le budget général et après on redistribue. Les amendes, elles vont aller dans le budget de l'État. Et le budget de l'État a besoin de cet argent-là pour nous assurer des services publics, pour assurer le rôle de l'État. Donc voilà, je sais pas, ils nous proposent des choses qui marchent déjà en nous faisant croire que c'est une faveur. Autre de vos revendications, c'est mettre fin aux négociations de libre-échange, notamment dans le cadre du traité de Mercosur. Le chef du gouvernement a réaffirmé la position d'Emmanuel Macron la semaine dernière en annonçant que Emmanuel Macron ne signerait pas ce traité. Finalement, est-ce que ça vous rassure? En fait, si on a l'information à la source, c'est-à-dire que Emmanuel Macron dit ça, et la Commission européenne dit non, on n'a pas du tout arrêté les négociations. Donc voilà, ça c'est du mensonge pur et simple. Et sans compter que d'arrêter les négociations, c'est pas ne pas le signer. C'est quand en fait on n'arrête pas, on va reprendre plus tard. Ça veut dire que l'accord nous convient pas comme ça, mais on y va quand même. Et bon, le Mercosur, c'est une chose, mais il vient de signer fin décembre ou à la fin de l'année dernière un accord avec la Nouvelle-Zélande, sachant que nous, en France, on n'arrive à produire que 40% de la consommation de viande d'agneau, et que la Nouvelle-Zélande, ils nous importent des agneaux, la viande étant un sous-produit de la laine. Voilà ce qui se passe. Et puis les accords de libre-échange, ils s'en signent à tour de bras. Donc déjà, il faudra, pour moi, si il fallait annoncer quelque chose sur les accords de libre-échange, c'est arrêt des négociations pures et simples, mais en accord avec la Commission européenne, et ensuite annoncer un grand plan de renégociation des accords de libre-échange. Oui, c'est ça. Il faut finalement que ça se passe à l'échelle européenne et que aussi la décision vienne de la part de la Commission d'arrêter de négocier ces traités-là. Alors après, ça devient technique, mais en fait, il y a les accords mixtes et les accords non mixtes. Le CETA, je crois, celui avec le Canada, c'était un accord mixte, c'est-à-dire qu'il fallait un accord de l'Union européenne et ensuite que ça passe dans les parlements de chaque pays. Je crois que maintenant ils ont bien compris qu'on voulait pas de ça et que dans les parlements de chaque pays ça allait pas passer. Donc maintenant c'est des accords non mixtes, donc c'est l'Union européenne qui négocie et ensuite ça s'impose à tous les pays de l'Union européenne. D'accord, donc là finalement il faudrait presque faire plus pression sur l'Union européenne pour pas accepter ce genre de traité. Effectivement, on est en pleine campagne européenne, sachant que le parti que représente Jordan Bardella et le parti que représente Éric Ciotti ont signé tous les accords des 2 mains jusqu'à maintenant, et ainsi que le parti Renaissance, où je sais plus, ils changent de nom tous les 4 matins, là, le parti de Macron. En fait, je pense que c'est important aussi de prendre un pas de recul et de voir un peu qu'est-ce qui se passe par rapport aux droites. Et en ce moment, alors depuis 30 ans, il y en a la droite libérale qui ne vise qu'à augmenter la concurrence et finalement, la droite libérale ne voit la société que comme un paquet d'individus en compétition les uns avec les autres. Et c'est de ça que va sortir la richesse. Et effectivement, il y aura des premiers de cordée, puis il y aura des perdants. Et le but, c'est de réduire l'État à son strict minimum. Donc, on réduit, d'ailleurs, les annonces de Gabriel Attal aujourd'hui, elles allaient complètement dans ce sens-là. On réduit les solidarités de l'État et on renvoie vers les solidarités qu'on peut retrouver entre corporations ou entre communautés. Et dans ce cas-là, lorsqu'on réduit les solidarités et les soutiens et le cadre dû à l'État pour maintenir la dignité humaine et notre vie telle qu'elle devrait l'être, selon les droits de l'homme,
Et ben derrière, ça met de l'insécurité. Et ben qu'est-ce qui se passe? C'est la droite identitaire qui prend le relais parce qu'on va retrouver des solidarités envers ses semblables et désigner un ennemi commun qui soit à portée de main. Les marchés financiers sont beaucoup trop loin. Donc après, on va désigner les fonctionnaires, les écolos ou les immigrés comme ennemis à portée de main. Et donc là, la droite économique ultralibérale et la droite identitaire se rejoignent. Plus concrètement sur la colère et les revendications agricoles, vos confrères de la FSEA et les jeunes agriculteurs réclamaient pour leur part la suppression de nombreuses normes environnementales. Pour votre part, vous êtes contre, parlant de solutions mirage. C'est quelque chose qu'on entend souvent de la bouche de vos collègues de la Confédération paysanne. Est-ce que vous comprenez la difficulté pour certains paysans qu'il est compliqué de respecter des normes nombreuses en matière d'environnement, alors que vous soulignez une rémunération trop basse de la profession et donc des revenus assez peu élevés pour pouvoir mettre en place ces normes-là? Bien sûr, notre revenu, ou en tout cas le chiffre d'affaires que l'on dégage de notre activité, doit nous permettre de pouvoir avoir un revenu, mais aussi de pouvoir protéger notre santé, la santé des autres, notre outil de travail, et donc de pouvoir appliquer ces normes. Si on applique des normes sans donner plus de revenus aux agriculteurs, on peut comprendre que ça devient extrêmement compliqué, surtout qu'on ne peut pas nier qu'il y a quand même un certain décalage entre les normes qui sont construites dans des bureaux ou avec certains techniciens et leur application. Il y a des choses qui nous semblent contre-productives. Pour autant, les normes nous protègent. Elles protègent notre santé, elles protègent notre outil de travail, le sol, l'air, la biodiversité, et elles nous protègent aussi des importations, justement. J'ai du mal à comprendre, si je comprends trop bien, comment on peut demander dans une même phrase d'éradiquer les normes et de sortir des accords de libre-échange, sachant que les accords de libre-échange visent à éradiquer les normes. Donc là, il y a encore une escroquerie intellectuelle là-dessus. Et on n'entend rien du tout sur les normes industrielles, par exemple, qui sont issues de l'industrie et qui, elles, écrasent les paysans et qui sont bien souvent issues, je prendrai l'exemple de l'élevage de volailles. C'est issu d'énormes élevages de volailles qui dépassent les 20 000 poules dans le même poulailler. Du coup, il y a effectivement de gros risques sanitaires. On met des normes qui sont adaptées à ces tailles de poulaillers. Et nous, quand on se retrouve avec des petits poulaillers avec 800 poules ou 2000 poules en vente directe, on est dans l'incapacité d'appliquer ces normes, soit de manière concrète, parce que lorsqu'on est en vente directe, vider un poulailler pendant 2 mois, pendant 2 mois, on n'a pas de revenus, ou simplement parce que ça nécessite des investissements énormes qui sont en disproportion avec notre chiffre d'affaires. Donc pour vous, finalement, il faut revoir justement ces normes-là, pas les supprimer, mais les revoir pour pouvoir qu'elles soient plus applicables à votre quotidien en tant que paysan. Pour les normes environnementales, il faut les revoir pour qu'elles soient plus efficaces et plus facilement applicables. Il faut nous donner les moyens de les appliquer. Et pour les normes industrielles, il faut les adapter en fonction du volume qui est traité. Entendu. Et pour revenir sur les blocages qu'on évoquait en début d'interview, cette semaine, il y en a eu notamment certains de la Confédération paysanne, notamment des blocages de plateformes logistiques de la grande distribution en Loire-Atlantique ou en Rhône-Alpes par exemple. Est-ce que vous allez continuer la mobilisation dans les prochains jours? Oui, pour l'instant, en tout cas, on attendait un peu des annonces là avec le discours de politique générale. Ça a été rien de nouveau sous le soleil, voire pire. Donc, effectivement, on va continuer pour mettre la pression là-dessus, parce que malgré... on peut se rendre compte, parce qu'on a des échanges réguliers avec les préfets aussi. Hein. Hier, j'étais avec le préfet de région, et puis aujourd'hui, on était avec le préfet de département, et ils ont du mal à comprendre ce que j'expliquais tout à l'heure sur le revenu et sur le problème de la concurrence libre et non faussée, alors qu'en fait, elle est extrêmement faussée. Donc, on peut comprendre, hein, ils sont normalement aux ordres du gouvernement et donc il faut appliquer la politique ultralibérale. Mais lorsque Gabriel Attal dit il faut faire de l'agriculture française une exception, où l'agriculture française doit être au-dessus de tout, c'est peut-être le moment de pousser pour avoir une exception agriculturelle justement au traité européen et au traité de libre-échange. Et sur certains blocus, on a pu voir des débordements. À titre d'exemple, la semaine dernière, un bâtiment de la Mutualité sociale a été incendié dans le sud-ouest.
Est-ce que vous condamnez ces débordements-là? Oui. Quand on va détruire la maison qui est censée nous protéger, franchement, c'est un peu moyen, mais bon, c'est un peu habituel du syndicat majoritaire. Après, je peux comprendre sur place que c'est un peu compliqué comment dire, de maintenir ses troupes si on a des gens qui sont très énervés. Mais bon, mettons-le en parallèle avec Sainte-Soline, où là, c'était clairement de la provocation policière. Là, les policiers ont fait la haie d'honneur et ont laissé faire. Il faut savoir être raisonnable. Très bien. Eh bien, merci à vous d'avoir accepté cette interview et d'avoir répondu à mes questions. Ben, merci, j'espère que j'aurai été clair.